Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Dans le cadre du projet Mayada et de son objectif de bâtiment BEPOS, les formateurs du BTP CFA Méjeanne-les-Alès ont participé à une formation Pro-Paille. Ils ont pu apprendre à réaliser des murs en paille avec ossature bois et enduit de terre. Cette formation, étalée sur 5 jours, fut encadrée par Sébastien Duterrage et Emmanuel de Ragny, tous deux membres du réseau français de la construction paille. La formation s'est déroulée en plusieurs étapes. Une partie théorique où l'on apprend tous les différents cas de figure qui existent dans la construction en paille et les détails relatifs de savoir-faire qui doivent être appliqués. Une partie pratique découpée en 3 phases. La réalisation de l'ossature bois, le remplissage et l'enduit. Dans cette formation, nous sommes partis sur 2 murs d'essai. Un mur droit qui servira pour un local de rangement dans l'atelier et un mur courbé comme il le serait dans le projet Mayada. Les 2 murs ne seront pas porteurs et feront 2,9 mètres de hauteur. Du Douglas est choisi en essence de bois et nous utiliserons la technique dite de remplissage où nous viendrons donc remplir les espaces entre les traverses en bois avec les fibres de botte dans le sens de la largeur. L'épaisseur de l'isolation sera donc de 22 cm et l'anthrax des traverses sera de 55 cm. La largeur des bottes de paille peuvent être de 22 ou de 36 cm. Et compte tenu des simulations thermodynamiques, nous avons choisi pour Mayada des bottes en 22 cm. Naturellement, les vis à bois seront inoxydables et les clous galvanisés. Pour le mur courbé, l'anthrax de 55 cm sera à l'extérieur du mur pour garder la densité de la botte une fois qu'elle sera posée. Et nous aurons donc un anthrax plus petit à l'intérieur du mur pour pouvoir suivre la courbe. Côté extérieur, le mur est couvert de plaques d'unilin, ce qui permettra de venir y fixer les pare-pluies et la finition d'extérieur de type bardage. Notre futur chantier, il va comprendre plusieurs parois avec donc des parements différents et en fonction de ces parois et notamment de leur forme, on va devoir adopter différentes techniques de remplissage avec la botte de paille. À la fois dans l'orientation des bottes de paille mais aussi dans le choix de l'épaisseur totale d'isolant. Nous pouvons passer maintenant à la préparation de nos bottes de paille. Mais d'abord, pourquoi la paille est isolante ? Lorsqu'elle est compressée, la paille emprisonne de l'air. C'est donc cet air inerte qui joue le rôle d'isolant. La paille ne se démarque pas forcément de ses concurrents par son pouvoir isolant, c'est davantage l'épaisseur des murs qui concourt aux bonnes performances thermiques. Une botte pèse entre 15 et 20 kg, le même poids qu'un parpaing, mais pour un plus grand volume. L'inertie générée est donc satisfaisante. Dans la construction en paille, ce sont essentiellement des petites bottes qui sont utilisées. La hauteur et la largeur ont des dimensions fixes, seule la longueur et la densité sont variables. Pour préparer nos bottes, on effectue en premier lieu une mesure d'humidité. Avec la sonde, nous mesurons le taux d'humidité à 3 endroits différents. Ce taux doit être à moins de 20% d'humidité. Ensuite, nous pesons notre botte afin de connaître sa masse volumique. Avec ces données, nous pouvons déduire la nouvelle hauteur de la botte à compresser pour avoir la masse volumique nécessaire pour une bonne isolation thermique. Notre cible étant entre 80 et 90 kg du mètre cube. Chaque botte de paille compressée est ensuite notée sur notre bordereau de contrôle. Des bottes standards achetées à un agriculteur peuvent nécessiter un rebottelage, mais vous pouvez également acheter directement des bottes de paille ayant le bon niveau de compression. Comme vu précédemment, nous avons majoritairement des bottes identiques de 80 cm de hauteur à la bonne masse volumique
que nous venons encastrer entre les montants à l'aide de Chosebot. C'est un peu nouveau, notamment pour la CFA, c'est quelque chose qui est assez courant pour nous. La paille, c'est un matériau qui est appelé à se développer fortement dans le bâtiment, pour plusieurs raisons. Parce qu'on se rend compte que dans des régions comme ici, où le confort thermique d'été est de plus en plus prédominant, c'est d'ailleurs une des demandes du projet, d'avoir des bâtiments très résilients à la chaleur, on se rend compte que la paille associée à d'autres matériaux biosourcés comme la terre, on est dans une performance qui est bien meilleure que d'autres matériaux classiques. Et puis aussi pour des raisons environnementales. La plupart du temps, nous pouvons avoir des entr'actes de montants plus petits ou bien des espaces en hauteur de murs à combler. Nous redécoupons alors les bottes compressées et les compactons un peu plus à l'aide de sangles pour pouvoir les glisser. Une fois en place, il n'y a plus qu'à retirer les sangles et laisser la botte prendre sa place. Petite astuce, on peut placer en premier les bottes standards en bas du mur et en haut du mur pour venir y glisser les bottes les plus courtes au milieu, ce qui permet de travailler sans échafaudage. Une fois tous nos espaces remplis, on fait une vérification à la main pour trouver les zones moins denses en paille et on vient les remplir avec un presse-coupé. On prend une poignée de paille qu'on insère par le milieu des fibres. On peut utiliser par exemple des tiges de riz qui sont plus longues et donc plus maniables. La qualité d'un mur paille, c'est d'abord la qualité du remplissage, c'est-à-dire l'absence de vide, une matière qui est parfaitement répartie à une densité homogène à l'intérieur des ossatures et aussi un bon ancrage à la structure. C'est-à-dire que l'isolant, la botte de paille en l'occurrence, doit être solidaire de la structure. Donc ça, c'est les critères de qualité qui vont ensuite permettre d'apporter des enduitaires qui vont être appliqués directement sur la botte de paille. Et cette composition de parois avec des enduitaires intérieurs présente de grands avantages. Une fois toutes nos zones bien remplies, on fait une vérification de la planéité de la surface du mur avec une règle. Il n'y a plus qu'à tondre le mur au rotofil pour lisser la surface au maximum et ne pas laisser de brins qui dépassent et permettre une bonne pose de l'enduit. Attention à ne pas couper les ficelles des bottes. Ultime sécurité, on finit par tendre des ficelles horizontalement entre les montants pour sécuriser la tenue des bottes dans leur emplacement lorsqu'elles seront enduites et ainsi empêcher qu'elles puissent sortir de leur emplacement. Le matériau paille qui est au cœur du projet et en même temps au cœur de la paroi, c'est qu'un composant parmi d'autres et en général, il va être très bien utilisé dans des parois verticales. Il peut être utilisé aussi dans le cadre de parois horizontales, voire de toiture. Mais en général, la botte de paille, elle entraîne derrière elle tout un monde des biosourcés, des isolants, des autres matériaux. Et généralement, dans un projet, on va obtenir finalement un summum technique et en termes de confort en associant le bois, la paille, la terre comme on l'a dit, mais potentiellement aussi des autres isolants biosourcés comme la laine de bois, la ouate de cellulose qui vont avoir des emplois spécifiques qui seront parfois plus pertinents que la paille dans certains endroits du bâtiment. Avant de commencer l'enduit, il est important de vérifier l'humidité des bottes de paille. Dans certaines conditions, les bottes peuvent avoir repris un peu d'humidité entre la fin du remplissage et la pose de l'enduit. Mais il faut qu'elle reste à moins de 20% d'humidité pour pouvoir poser l'enduit. Le mur étant préparé, il peut rester sur les surfaces des espaces vides et inégaux, souvent le long des montants. Pour les boucher, cette fois-ci, on vient appliquer un renfort mou, un mélange de paille et de barbotine, et pour qu'il accroche bien, on vient d'abord appliquer une fine couche de gobetti. Pour connaître la bonne consistance de notre barbotine, on fait le test du gant.
Là, l'intérêt des enduits dans ce projet, c'est d'abord d'utiliser un matériau local. Donc on va utiliser la terre du site, donc vraiment le matériau le plus écologique qu'on pourra. Il y a cet intérêt-là, mais il y a aussi un intérêt vraiment en termes de régulation de l'humidité et de protection de la botte de paille. Le meilleur moyen de protéger la botte de paille de l'humidité intérieure du bâtiment, c'est d'avoir un matériau qui va freiner la vapeur d'eau. L'enduit terre, en plus de freiner cette vapeur d'eau, il va aussi être capable de la stocker. Donc en fait, si jamais il y a un peu d'eau, un peu d'humidité sous forme de vapeur d'eau qui passe dans le mur, c'est d'abord l'enduit terre qui va la capter, et donc du coup la paille va rester tout le temps sèche. On sait que sur les bâtiments il y a des enduits, on a beaucoup moins de problèmes d'humidité, même quand il y a des dégâts des eaux, c'est beaucoup moins grave que quand on est sur les systèmes avec des plaques, des films qui sont beaucoup moins respirants, quoi. Donc c'est pour nous vraiment un des principaux intérêts, en plus du côté vraiment écologique. Maintenant, on peut commencer à appliquer les différentes couches de l'enduit. On commence tout d'abord par une première passe de gobetis assez fin, quasiment du liant pur, afin d'essayer de le faire rentrer dans la paille sur à peu près 5 mm et de servir d'accroche. Cela aura une fonction sur la capillarité du mur. C'est comme humidifier un mur de parpaing avant son enduit. On peut appliquer le gobetis au pistolet à pression, à la taloche ou même à la main. Il faut bien penser à venir le racler pour le faire pénétrer. On doit voir par transparence tous les brins de paille. Pour une projection au pistolet, il vaut mieux tamiser notre mélange pour éviter que des cailloux viennent obstruer la buse. Il est important de commencer le corps d'enduit sur un gobetis encore mouillé. C'est cela qui va servir de colle ou d'accroche au corps d'enduit. Une fois la primaire de gobetis posée, on peut commencer le corps d'enduit. Après des tests, nous sommes partis sur un volume de terre, un volume de paille hachée et 2 volumes de sable. Pour faire des enduits terre à partir de la terre du terrain, il va falloir aussi caractériser la terre, c'est-à-dire que la terre, chaque terre est un peu unique. On va rarement mettre la terre directement sur la paille. Il va souvent falloir lui rajouter du sable, de la paille hachée pour qu'elle ait la bonne composition, pour qu'elle n'ait pas de fissures. Parce que si elle a des fissures, elle ne jouera plus son rôle de frein vapeur, de protection au feu, parce qu'elle a aussi un rôle de protection au feu. Donc là, il y a tout un process de test qui va devoir être fait au préalable. Voilà, on va faire des différents dosages, on va faire des essais sur un mur, et puis on va voir, voilà, quand ça fissure, ben ça va pas, et quand ça s'effrite, ça va pas non plus. Puis à un moment donné, on va tomber sur un bon dosage. Voilà, sur ce dosage, on va faire des tests aussi, des tests au cisaillement, voilà, pour vraiment vérifier que l'enduit est assez résistant. Et c'est cet enduit-là qu'on va ensuite pouvoir utiliser sur la paille, comme on pourra le faire sur un enduit classique, sauf qu'on va avoir en plus quelques couches préalables, des couches de gobetis pour faire une accroche. Et à partir de là, on va partir sur les enduits qui sont presque des enduits, on va dire, classiques, outre le fait qu'on utilise comme liant de la terre à la place de la chaux ou du ciment. Mais il y a vraiment ces premières couches à faire où il y a un petit savoir-faire voilà, qui n'est pas très compliqué et qui est fait pendant la formation. Nous divisons le corps d'enduit en 2 couches pour pouvoir poser un treillis entre les deux et ainsi éviter d'éventuelles fissures qui apparaîtraient au séchage. Avant de mettre l'enduit sur les retours de menuiserie, on vient poser une couche d'isolant en liège sur le film par vapeur. Une fois l'enduit réparti sur toute la surface, on vient lisser avec une règle à lisser ou une taloche pour corriger les défauts d'irrégularité. S'il y a des creux trop importants, on vient rajouter de l'enduit et on relisse derrière. Cet enduit terre sur la paille, grâce à son rôle de régulateur, il va apporter un confort qui est généralement ressenti par tous les utilisateurs de ces bâtiments qui combinent de la terre et de la paille. Et c'est un confort qu'il est difficile de modéliser par des phénomènes physiques et quantifiables, mais qui est parfaitement ressenti parce que nous, humains, on est sensibles à des éléments de type température, à des courants d'air, mais aussi à la régulation de l'humidité. Donc c'est une finalité pour nous de produire une paroi qui combine tout, la durabilité, la solidité, la stabilité, les matériaux qui sont disponibles localement, mais aussi un confort sur le long terme. Et voilà le résultat. Des murs avec un niveau d'isolation de 4,58 m² du kilowatt et un coût moyen de 400 € hors taxe le mètre carré.